Dans ce tutoriel, on va s'intéresser aux états stationnaires d'une particule astreinte à se déplacer sur un axe des X. Elle est piégée dans un double puits de potentiel symétrique dont les bords extrêmes, ici et là, sont infiniment hauts. On montrera les particularités des fonctions d'onde ainsi que de leurs énergies respectives suivant la hauteur de la barrière séparant les deux puits. On généralisera ensuite les solutions au cas d'un triple puits symétrique. Ici, la particule piégée a pour simplifier une masse, une unité atomique. La hauteur de la barrière peut varier ici de V0 égale 0 jusqu'à 5 artries. La largeur, ici delta X, peut varier entre 0 et 3,5 bords. À l'extérieur des puits, le potentiel est infiniment haut, si bien que l'on n'aura aucune chance de rencontrer la particule. Les fonctions d'onde y seront toujours nulles. À l'intérieur des puits, la fonction d'onde représentée en rouge sont obtenues en résolvant l'équation de Schrödinger H psi égale E psi, qui est une équation différentielle. Pour une énergie E donnée ici, le logiciel calcule de proche en proche la fonction d'onde en partant de x égale à 0 où elle est nulle. En général, cette fonction n'est pas nulle à l'autre bout du double puits et de ce fait ne peut pas être retenue. Cependant, pour certaines énergies bien précises, elles le seront. On peut commencer cette étude en prenant d'abord une barrière delta X égale à 2 bords, comme ceci, puis en prenant une hauteur égale à V0, et on fera croître ici cette hauteur par la suite. Dans le cas où V0 égale à 0, en faisant varier l'énergie avec le curseur et on voit apparaître une à une les différentes solutions à ce problème. Ce sont des sinusoïdales de longueur d'onde lambda, telles que la largeur grand L du puits soit un multiple entier de demi-longueur d'onde. Voici approximativement la première solution pour lambda égale 2L. Voilà la deuxième solution pour lambda égale 2L sur 2. Voilà la troisième solution pour lambda égale 2L sur 3. De manière générale, la énième solution aura une longueur d'onde lambda égale 2L sur n. Les longueurs d'onde de ces différentes solutions sont bien quantifiées. À ces différentes longueurs d'onde correspondent des énergies très précises grand E. En effet, dans un potentiel constant comme ici, la longueur d'onde est reliée à la vitesse de déplacement de la particule par la relation de Louis de Broglie, lambda égale 2pi h bar sur mv, où h bar est la constante de Planck, m la vitesse, la masse de la particule et v sa vitesse. En l'élevant au carré, on fait apparaître l'énergie cinétique 1/2 de mv2 de la particule, qui est aussi égale à l'énergie totale, car l'énergie potentielle dans ce puits est égale à 0 entre 0 et L. En remplaçant lambda par 2L sur n, on obtient l'énergie de la énième solution sous la forme suivante. En travaillant en unité atomique, h bar vaut 1, m est égal à 1 unité, L égale à 10 bords. On a donc l'énergie de la énième solution qui est égale à 0,049 fois n au carré en artrie. On peut le vérifier pour la première solution où l'énergie grand E est égale ici à 0,049 artries pour qu'ici la fonction d'onde soit nulle en x égale à 10. Voilà la deuxième solution pour l'énergie 0,199 artries.
Voilà la troisième solution 9 fois plus haute à l'énergie 0,444 artri. Observons ce qui se passe maintenant si la hauteur de la barrière n'est plus nulle. Prenons par exemple V0 égale 1,5 artri comme ceci. Compte tenu de la symétrie de ce potentiel, les fonctions d'onde seront soit paires, soit impaires par rapport au centre de la barrière. On obtient la première solution paire sans nœud pour l'énergie suivante. Ici, j'affine cette énergie. La voici obtenue ici avec 4 chiffres significatifs. L'énergie vaut 0,2294 artri. Elle est constituée de 2 demi-sinusoïdales partielles dans les puits, suivies de part et d'autre dans la barrière de 2 exponentielles décroissantes, se rejoignant au milieu sans brisure. Dans la barrière, l'énergie totale grand E est matérialisée par la courbe horizontale verte est inférieure à l'énergie potentielle totale dans la barrière. La particule aura donc une énergie cinétique négative représentée en valeur absolue par la longueur de ce segment-ci. On peut donc parler de communication par effet tunnel dans ce puits pour cette solution. On remarque aussi que l'énergie totale grand E est beaucoup plus haute que dans le cas où la barrière était nulle, car la fonction d'onde a été profondément modifiée. La probabilité de rencontrer la particule qui est donnée par la densité de probabilité, c'est-à-dire le module au carré de la fonction d'onde, n'est plus maximum au centre du domaine, mais quasiment au centre de chacun de ces puits. On aura une seconde solution impaire d'énergie légèrement supérieure pour E égale 0,2383 artri, soit 8,9 10 puissance moins 3 artri plus haute. Dans cette solution, on retrouve aussi 2 demi-sinusoïdales partielles, mais la phase de la deuxième sinusoïdale est inversée par rapport à la première solution. Dans ce cas, la fonction d'onde est strictement nulle au centre de la barrière, ce qui n'était pas le cas dans la première solution. Les énergies de ces deux premières solutions sont assez voisines car leurs densités de probabilité sont assez similaires, hormis au centre de la barrière. Les fonctions d'onde sont pourtant très différentes, mais en modulo carré, elles sont assez voisines. On peut s'en convaincre en regardant la très faible évolution de la demi-sinusoïdale de gauche, demi-sinusoïdale positive, lorsque l'on revient à la solution précédente en diminuant l'énergie. On voit cette demi-sinusoïdale ne variant pas du tout lorsque l'on monte l'énergie. On retrouve un phénomène analogue dans le cas de l'ion moléculaire H2+, où l'électron dans la première orbitale moléculaire liante est délocalisé sur les deux puits constitués par les deux protons, avec une probabilité non négligeable d'être au milieu, ce qui assure une certaine cohésion à ce système. A l'inverse, dans la deuxième orbitale moléculaire, donc l'orbitale moléculaire antiliante, la probabilité que l'électron soit au centre est strictement nulle, ce qui explique le caractère moins stable de cet état, car les deux protons se font face en étant moins masqués par l'électron. En augmentant à nouveau l'énergie totale, on obtient la troisième solution pour l'énergie 0,8803 artri. Elle est paire et possède deux nœuds. Elle est constituée par deux sinusoïdales partiellement entières, reliées entre eux par des portions d'exponentielles décroissantes. La quatrième solution pour E égale 0,9413 artri est impaire avec trois nœuds. Mais ici, la phase de la deuxième sinusoïdale est inversée par rapport à la solution précédente.
Le diagramme d'énergie des 4 premières solutions est représenté à droite. Les niveaux en noir représentent l'énergie des fonctions paires et en rouge celle des fonctions impaires. On y observe clairement l'augmentation de l'écart entre niveau noir et rouge pour les 2 premières solutions, puis pour les 2 suivantes. Il y a quasiment un facteur 7 entre ces 2 écarts d'énergie. On appelle communément splitting ces écarts d'énergie. Pour ces 2 dernières solutions, l'énergie totale est plus élevée que dans les 2 premières, si bien que l'énergie cinétique est moins négative dans la barrière. L'effet tunnel pour ces solutions y est plus important. Observons les modifications sur la forme et sur l'énergie de la première solution si on augmente maintenant la hauteur de la barrière tout en gardant la même largeur. Ici, au centre de la barrière, l'amplitude de la fonction est minimale. Sa valeur ici est de l'ordre à peu près de 0,7 unités arbitraires. Prenons maintenant V0 égale 3 artries. Voici. La première solution est plus haute en énergie que précédemment. Elle passe de l'énergie 0,22 938 artries à l'énergie 0,25 243 artries. Sous la barrière, les exponentielles décroissantes ont une amplitude plus faible. La valeur du minimum est à peu près de l'ordre de 0,2 unités arbitraires. Dans les 2 puits, les demi-sinusoïdales y sont presque totales. La seconde solution est cette fois-ci à 1,64 10 puissance moins 3 artries au-dessus, soit 6 fois plus rapproché que dans le cas où V0 égale 1,5 artries. On parle dans ce cas de double puits de moins en moins couplé vis-à-vis de ces 2 premières solutions. On observe la même tendance pour les 2 solutions suivantes. On a représenté à droite le nouveau diagramme d'énergie à côté de l'ancien, afin de mieux visualiser l'évolution des solutions lorsque l'on augmente la hauteur de la barrière. Elles sont un peu plus hautes en énergie et le splitting est beaucoup plus faible que précédemment. On peut deviner que si la barrière devient infiniment haute, les fonctions d'onde sous la barrière y seront nulles. On peut s'en convaincre en regardant la première solution pour la hauteur maximale de la barrière, soit ici 5 artries. Dans le cas d'une barrière infiniment haute, la première solution sera constituée de 2 demi-sinusoïdales de même phase, reliées entre elles par une fonction strictement nulle. Pour la seconde solution, les phases y seront inversées. On obtiendra pour les 2 premières solutions une énergie commune correspondant à l'état fondamental d'un puits infiniment profond de largeur L égale 4 bords, soit une énergie de 0,3086 artries. Les 2 solutions suivantes seront aussi dégénérées avec une énergie 4 fois plus haute, car dans ce cas, n est égal à 2, et ainsi de suite. On a représenté à droite le diagramme d'énergie des premiers états dans le cas d'une barrière infinie, ici et là. On remarque clairement l'évolution des niveaux lorsque l'on augmente graduellement la hauteur de la barrière de 1,5 artries à 3 artries, puis de 3 artries jusqu'à l'infini. Le CDF 213 sur le triple puits est une extension de celui sur le double puits. Il possède maintenant 2 barrières dont la largeur et la hauteur peuvent varier de manière synchrone, de façon à ce que le potentiel reste toujours symétrique par rapport au milieu du puits central. Dans le double puits peu couplé, on avait montré que les énergies des différentes solutions sont groupées par 2. On montrera que dans le triple puits, elles sont regroupées par 3. Reprenons le cas précédent où V0 égale 0,5 artries et delta X égale 2 bords. On voit apparaître une première solution paire pour l'énergie 0,18 336 artries. Elle possède un pic central excessivement élevé qui résulte du mode d'obtention des solutions choisies ici, à savoir que le premier maximum des fonctions est fixé arbitrairement à 3 unités.
Les fonctions obtenues ici ne sont pas normées, c'est-à-dire qu'en les élevant au carré, l'air sous la densité de probabilité ne donne pas forcément une surface d'une unité. On peut les réduire en les divisant par un coefficient de réduction. En le fixant à 14, on obtient un maximum aux alentours de 3 unités. Dans cet état, la particule est localisée principalement dans le puits central et déborde assez peu des puits extrêmes. En augmentant à nouveau l'énergie, on obtient une première solution impaire avec un nœud au milieu du puits central pour l'énergie E égale 0,23 372 artries. Dans cet état, la probabilité de rencontrer la particule est quasiment nulle dans le puits central. Par contre, on a autant de chances de la rencontrer dans le puits de gauche que le puits de droite, puisque les densités de probabilité sont absolument identiques dans ces deux puits. On obtient ensuite la seconde fonction paire avec un nœud dans chaque barrière pour l'énergie 0,23 439 artries. Dans cet état, la probabilité de rencontrer la particule dans le puits central n'est plus nulle, mais elle reste assez faible. La probabilité de localisation est reportée dans les puits extrêmes en part égale, comme dans la seconde solution, ce qui justifie leurs énergies très voisines. La présence des murs infiniment durs aux extrémités permet de comprendre la différence d'énergie entre la première solution et les deux suivantes. On observe un comportement assez similaire pour les trois solutions suivantes. Pour E égale 0,70 689, on obtient une solution à 3 nœuds. Pour E égale 0,90 748 artries, on a une solution paire à 4 nœuds. Pour E égale 0,91 615, on a une solution maintenant impaire à 5 nœuds. Le diagramme de droite permet de résumer la situation et de comparer avec celui du double puits. Ce type de puits modèle présentant des variations brusquement infinies aux extrémités est assez éloigné de la réalité. Dans les cas plus réalistes, par exemple le CDF 5.7 relatif à 3 puits harmoniques couplés, les niveaux d'énergie sont davantage regroupés par paquets de 3 unités. Dans le cas où un nombre important grand N de puits sont couplés, les fonctions d'onde se regroupent par paquets de n fonctions d'énergie très voisines. On parle dans ce cas de bande d'énergie. Ce phénomène se rencontre notamment en physique des solides, où l'on parle communément de bande de valence et de bande de conduction. Dans la bande de valence, l'énergie est basse et l'effet tunnel est peu important. Les électrons se trouvent piégés dans leurs puits respectifs, assurés par chaque noyau. Dans la bande de conduction, plus haute en énergie, l'effet tunnel est plus important et les électrons s'y trouvant pourront passer d'un puits à l'autre sous l'action d'un champ électrique extérieur et assurer ainsi le passage du courant électrique.